Non, on Non, est c'est dedans, là. foutu. Bon, allez, c'est parti. Joute numéro 3. Des emballages responsables. 3 petits points, vraiment point d'interrogation. En effet, un emballage peut-il être responsable, sous-entendu un emballage plastique. Merci à Sandra Domenech et à Daoud Silla de me rejoindre, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, comme disait un animateur télé, que ne connaissent que les gens d'une certaine génération. Merci à vous, Sandra Domenech. Vous représentez le corps enseignant et chercheur de cette auguste maison. Daoud Silla, vous représentez le corps tout aussi auguste des étudiants d'AgroParisTech. Un emballage peut-il être vert, responsable? Ça rejoint un peu la question posée par le numérique. Finalement, est-ce que voilà, on va changer les emballages, mais finalement notre façon de consommer va pas changer. Donc à quoi bon? Sandra Domenech, vous êtes polymériste. Vous m'avez dit au téléphone, c'est la première fois que j'entendais ce mot. Alors j'ai bien compris polymère. Pourquoi vous dites polymériste et pas chimiste? Oh, bah, juste parce que les polymères sont une sous-substance dans la chimie, mais effectivement, je suis formée dans les sciences des matériaux et donc dans les plastiques. Et c'est aujourd'hui, donc si on parle des emballages et des emballages plastiques, ben, on est au cœur de notre système de consommation. On est au cœur en fait de la société de consommation et de la façon dans laquelle on vit tous les jours. Et c'est probablement là un très très grand défi en fait de changer notre façon de faire parce qu'il s'agit de quelque chose qui est intimement lié à notre quotidien. Alors pourquoi je vous posais une question très bête, très naïve, pourquoi le plastique? Pourquoi on fait des emballages en plastique? Bah, parce que comme on disait en très vieux attelage, le plastique c'est fantastique. Oui. C'est des matériaux synthétiques qui ont des énormes vertus. Et Lesquels? Facilement transformables, incassables, transparents, barrières, mécaniquement tenaces et pas cher du tout. D'accord. Pas cher du tout. D'accord. Et on n'aurait pas pu le faire avec d'autres molécules bases? Non, pour obtenir ce type de propriété, mais là on part sur quelque chose de très technique. En fait, il faut les imaginer comme des longs fils de pelote de laine. Et donc on a des substances, des molécules qui sont extrêmement longues. Ils sont entremêlés, enchevêtrés. Et c'est pour ça qu'on a ces propriétés. Vous imaginez tous ça. Quand vous imaginez votre pelote de laine, vous tapotez dessus, elle va un peu rebondir. Ça, c'est bien les propriétés des très longues macromolécules. Et c'est ça qui donne, en fait, leur vertu et leur supériorité mécanique aux polymères. Donc, Du coup, tout est dans le terme. Le plastique, il est plastique. Voilà, tout simplement, oui. À tous les sens du terme. À vous écouter, on n'est pas prêt d'en changer, finalement. Est-ce que, simplement, on peut imaginer une société sans plastique? Sans plastique, je ne l'imagine pas, mais le sens de notre chair est quand même qu'on a tous compris qu'il fallait changer quelque chose dans la façon dans laquelle on va venir distribuer les biens du quotidien. Et la profession, elle sent aussi qu'il va falloir changer, sauf que, comme je disais tout à l'heure, c'est tellement au cœur de notre quotidien qu'en changer est extrêmement difficile. Et donc là, on est à les balbutiements. Et donc on essaye tous ensemble de cheminer pour savoir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions aujourd'hui, mais qui vont préparer une transition dans le futur. Daoud, est-ce qu'on peut imaginer, ou à quelles conditions peut-on imaginer un emballage propre, vertueux, transparent vis-à-vis de l'environnement, si tant est que ce soit possible? Alors, je pense que tout d'abord, le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas, d'une certaine façon. Comme l'énergie, l'a dit l'autre jour le patron de Total. C'est ça, c'est-à-dire oui. que comme on me l'a rappelé, il y a des solutions qui se développent de plus en plus, mais effectivement, je pense au vrac notamment. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi des questions de consommation à se poser, et au-delà de savoir, de se poser la question de la durabilité de l'emballage, il convient de se poser déjà s'il n'est pas possible de consommer et de faire ses courses sans. Donc, c'est le premier point que je souhaite aborder. Mais le vrac, ça veut dire qu'on se ramène tous avec nos récipients, qui du coup sont en quelle matière? C'est une option parmi d'autres, c'est-à-dire que en ce qui concerne le matériau de nos récipients, eh bien ça peut à la limite être du plastique, mais qu'on utilise à chaque fois.
Et donc, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer de ne pas être dans un certain gaspillage, où justement, en ce qui concerne le plastique, par exemple, eh bien, on se rend compte que ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un usage unique du plastique, plutôt que de s'orienter vers des solutions de réutilisation de ce même plastique. Alors, je ne comprends pas, vous contredisez. On réutilise les emballages et en même temps, il faut un usage unique. Non, je suis en train de dire justement qu'avec, en ce qui concerne le plastique, l'usage unique est moins cher que la réutilisation. Et justement, il faut s'orienter vers une réutilisation, donc que ce soit ou bien d'autres types de matériaux, que ce soit vers du recyclage, que ce soit vers du vrac. Il y a tout un panel de solutions qu'on peut aborder et qui sont intéressantes, je pense. D'accord, mais alors, réutiliser, est-ce que ça altère, je ne parle pas de recyclage, est-ce que réutiliser un emballage en plastique altère ses propriétés? Je parle pour les produits alimentaires, par exemple. En fait, finalement, on a très peu de recul, bizarrement, par rapport à ça, parce que je ne parlais ici que du plastique, parce que réutiliser du verre, du métal, même des cagettes en bois, des palettes, tout ça, on sait très très bien faire, donc on sait les nettoyer. Et sur les contenants en plastique, étant donné que l'essentiel des contenants en plastique était de l'usage unique, on a très peu de recul par rapport au vieillissement de ce type d'objet. Bien sûr, on a du recul par rapport au vieillissement des plastiques, mais ça vient d'autres domaines. Je sais pas, dans le bâtiment, par exemple, là, il y a du recul. Dans le génie civil, là, il y a du recul par rapport au vieillissement du plastique, mais pas à proprement dire dans les emballages alimentaires. Et pour le recyclage, ça c'est une vieille lune, il faut tout recycler, mais pareil, est-ce que les emballages, est-ce que le plastique recyclé, il a les mêmes propriétés que le plastique brut? Non. Et donc là aussi, il faut, parce qu'on sait, aujourd'hui, il y a donc la loi AGEC qui nous impose le recyclage des plastiques, donc 50% 2025, 100% 2030 et plus de plastique du tout en 2040. En fait, ce sont les échéances qui sont données. Et tout consommateur que vous êtes, vous imaginez qu'on parle du recyclage de la bouteille vers la bouteille. Donc, j'ai eu une bouteille de jus de fruits, elle va redevenir bouteille de jus de fruits. Donc, ça, c'est un type de recyclage, mais qui n'est accessible au jour d'aujourd'hui, justement uniquement à ce type-là, donc à la bouteille en PET, alors que tous les autres recyclages sont souvent des recyclages dans d'autres types d'usages. Et donc, pour faire ces recyclages, on peut effectivement soit renforcer les plastiques après, soit dégrader leur qualité d'usage dans la nouvelle application qu'on utilise. Et il y a une autre problématique qui est très liée au recyclage, mais on la connaît également du papier. Donc, c'est le même combat. Il y a une problématique de contamination. C'est-à-dire ? Aussi, si vous imaginez même vos écrans télé, tout ce recyclage-là, donc à l'intérieur des plastiques ou tous ces matériaux-là, vous avez des héritages, vous avez des molécules, vous avez des contaminants, et donc il va falloir purifier, décontaminer les produits s'ils sont censés de revenir au contact alimentaire de manière à ne pas mettre en danger la santé du client. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, là. Hein ? Finalement, réutilisation, c'est pas trop, recyclage, bof. Comment on fait, Daoud ? Pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, on voit bien qu'à la fois à l'échelle de l'État, on se rend compte que le plastique, c'est certes un matériau qui offre d'énormes possibilités, mais d'un point de vue écologique, ce n'est absolument pas soutenable. Donc il faut s'orienter vers une diminution, voire une fin de l'utilisation de ce matériau-là. Et le truc, c'est que on peut aussi envisager le réemploi, et donc ça veut dire qu'au-delà du recyclage qui peut être une option, on a le réemploi, et je vais prendre l'exemple du verre par exemple, dont on peut très bien imaginer, plutôt que d'utiliser et de s'orienter vers des consommations puisque le souci là c'est sur les contenants alimentaires, donc par exemple de bouteilles en plastique, et donc d'utiliser du plastique recyclé, donc du PET qui va devenir du RPET, etc. Eh bien pourquoi pas essayer de s'orienter vers ou bien pas d'emballage, donc avec directement à la fontaine, avec des gourdes, ou bien vers des bouteilles peut-être en verre qui soient plus solides. Et donc c'est lourd le verre, c'est encombrant. Effectivement, c'est lourd, mais on peut essayer de réfléchir à des utilisations où le transport est minimal, voire nul. C'est-à-dire, si je pense à des restaurants, par exemple, c'est-à-dire que les bouteilles seraient toujours utilisées au même endroit.
Donc c'est-à-dire que finalement le transport n'est plus tellement une problématique. Donc le réemploi est donc tout simplement laver la bouteille plutôt que d'utiliser des bouteilles en plastique peut être une autre solution aussi. C'est ce que faisaient avant les livreurs de boissons dans les villes. Ils amenaient des caisses de bouteilles et ils reprenaient les bouteilles vides une semaine après. Mais c'est la logique des restaurants en général, mais effectivement appliquée aux particuliers. Le verre a tant de vertus que ça, alimentaire? En fait, moi, je ne suis pas du tout opposée ni au vrac, ni au réusage, ni au recyclage. Je sens le mais qui arrive. Il faut juste se représenter qu'une des plus grandes vertus du plastique, c'est que c'est pas dense et donc c'est très très léger. Alors tous les matériaux de substitution, verre, papier, métal, ont à leur fabrication les impacts environnementaux eux aussi, et notamment dans la fabrication du verre et du métal, ils sont bien supérieurs aux impacts environnementaux des emballages en plastique. Alors, pour être gagnant au niveau environnemental, il faut un certain nombre de cycles de réusage pour absorber ce surcoût de la fabrication de l'objet à l'origine. Et donc, malheureusement, là, la réponse est toujours ça dépend. Typiquement, récemment, il y a un consortium de fabricants de vin, donc de vignerons italiens, qui a fait son analyse par rapport aux bouteilles de vin réutilisables. Mais ça fonctionne très bien, mais uniquement dans un contexte très local, parce qu'il va falloir veiller à ce que le coût de la logistique reverse et le coût de lavage des objets n'excède pas le coût de la fabrication d'un objet neuf. Et oui, la reverse logistique, c'est un des grands problèmes, un des puissants fonds du système logistique, effectivement. Et puis, j'en ai parlé l'autre jour avec Gilles Etella, le patron de Ruinart, qui lui essaye de diminuer son budget carbone en réduisant le poids de ses bouteilles, sauf qu'il y a une limite physique, et même sur la formation des petites bulles qui font un si bon champagne. Sucre d'or. Votre projet en Afrique, c'est quoi? Oui, alors en quelques mots, c'est un projet entrepreneurial où l'idée c'est d'être un petit peu en coopérative avec les agriculteurs, donc c'est-à-dire de voir des agriculteurs en Afrique de l'Ouest, en particulier au Bénin, et essayer de fabriquer de la canne à sucre, mais de façon agroécologique. Et donc là c'est encore à l'échelle de projet. Et je me pose la question du business plan, donc de faire en sorte que ce soit rentable. Mais donc, c'est-à-dire discuter avec des agriculteurs pour que changer, par exemple, les itinéraires techniques et donc aller vers plus de l'association de culture, par exemple, de l'association variétale, donc c'est-à-dire mettre cultiver différentes plantes et en partie récupérer du sucre et surtout le transformer localement pour plutôt que les consommateurs locaux soient tributaires du sucre importé et donc acheté sur les marchés mondiaux, d'avoir une offre locale qui puisse être à même de concurrencer et donc c'est-à-dire d'avoir le même prix mais avec des agricultures qui soient beaucoup plus durables. Ce qui semble logique, hein, du sucre de canne au Bénin plutôt que du sucre de betterave fait chez moi dans le Nord. Ça semble plus cohérent, mais du coup, comment vous le transportez, comment vous le distribuez, ce sucre? Alors ça, c'est une bonne question. Comment je le distribue? C'est la question de la goutte. Hein. Comment je le distribue, il y a une chose à laquelle on peut penser spontanément, c'est utiliser les coproduits de la transformation de canne à sucre, en particulier la bagasse. Donc c'est-à-dire les résidus fibreux qui restent une fois que l'on a extrait le sucre de la canne à sucre, et donc d'en faire du papier, en particulier du carton, et donc de vendre par exemple du sucre en morceaux dans des paquets en carton. Du sucre en morceaux, pas en poudre? Pour le sucre en morceaux, ce serait dans du carton. Pour le sucre en poudre, il y a également des solutions qui existent, donc des paquets aussi avec un petit bec verseur. Et là également en carton, donc je pense que c'est également envisageable. Ça vous paraît possible, le carton pour transporter du sucre? Oui. D'ailleurs, c'est ce qui est fait actuellement, normalement. Donc, il y a il y a une subtilité, parce que moi, je me suis du coup intéressée au sucre de la canne à sucre. Et je me suis rendu compte que le sucre de la canne à sucre a plus de tendance au mottage que le sucre de betterave. Ce qui veut dire que parce qu'il est hygroscopique. Avec l'humidité ambiante qui va donc passer au travers du paquet en carton, vous allez vous retrouver avec un seul bloc de sucre qui a la forme du carton. Il faudra un gros café, quoi.
Mais ce n'est pas insoluble comme problème. Donc, il va falloir juste travailler là-dessus. Soit on renforce le carton un tout petit peu. Avec quoi? Un petit film alimentaire en plastique? On pourrait utiliser un plastique qui est lui-même compostable et fait à partir des coproduits de la betterave. Ce type de plastique existe déjà. Ah ben on n'en sort plus, là. On veut se séparer de la betterave. À partir des coproduits de la betterave, on peut venir aussi réaliser juste cette petite aide pour permettre les longues distances. Si jamais on veut aller sur les longues distances, si on veut rester sur un marché local, je pense que la boîte en carton, elle suffira amplement. Le client, il gardera peut-être pas longtemps, ou il devra en fait casser son morceau de sucre dans son carton. Hein. Vous avez pensé à tout, il faut vendre un couteau avec le... Alors le problème de ce caractère, donc que le sucre dans le carton absorbe l'humidité et donc forme un bloc, c'est comme vous l'avez mentionné, c'est un problème si on est sur des temps longs. Et donc là, on pourrait là aussi, c'est d'une certaine façon essayer de réfléchir et pas forcément de changer du tout au tout nos habitudes de consommation, mais en tout cas de faire ce qu'on appelle de l'éco-conception. Et là, typiquement, si on a un problème d'absorption d'humidité par rapport au sucre, faire des paquets avec un peu moins de contenance et également de ne pas travailler sur des longues distances, qui fait que ce problème n'interviendra pas au cours de la consommation donc du paquet de sucre. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions, je pense. Alors justement, vous parliez du vrac en tant que solution. Vous avez étudié la question au Bénin, c'est possible ? Alors, je ne me suis pas posé la question au Bénin, pour le coup. Je le ferai, vu que ça a l'air intéressant. Mais je pense que c'est faisable. Là, le problème, ça sera... Le problème, justement, de l'absorption d'humidité va se poser beaucoup plus dans ce cas-là, je pense, vu qu'on est sur des plus gros volumes. Donc, à voir comment faire. Mais ça peut être intéressant. Alors, peut-être pas sur le sucre, mais sur des produits qui craignent moins l'humidité, je pense que ça peut être plus intéressant, pour le coup. Alors, vous réutilisez les sacs plastiques? Alors, en plastique ou autre, ça peut être des sacs en coton. Il y a pas de discrimination sur le matériau, mais l'essentiel, c'est de se passer de cette logique de consommateur où on achète et on jette directement, mais plutôt de se dire qu'on a un sac, on a un contenant et on l'utilise jusqu'à sa fin de vie. Et sa fin de vie qui peut être potentiellement la fin de sa propre vie, quoi. Moi, je suis d'accord. Moi, quand je faisais mes courses à ma grand-mère à la coopérative, elle a toujours eu le même sac. D'ailleurs, elle avait toujours les mêmes vêtements. Enfin, tout était pareil. Elle est morte avec. Effectivement, mais on est passé à autre chose. Il y a eu plein de tentatives pour réutiliser les sacs, réutiliser les sacs plastiques, utiliser les cabas. Enfin, ça ne marche pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, tout le monde, en tout cas pas moi, en tout cas j'évite, on veut se faire livrer à domicile pour tout et n'importe quoi, où on a un emballage, un suremballage, un suremballage. Comment on fait? Est-ce qu'on a tout essayé pour diminuer notre appétit pour l'emballage, qui en plus, d'un point de vue marketing, dit quelque chose? Alors, je ne vais pas répondre directement à votre question, mais... Comment ça? Je vais commencer par faire une introduction et après je vais essayer. Mais je pense qu'il faut bien se rendre compte que, en tout cas en ce qui concerne ma génération et aussi les générations qui viennent, je pense, il y a vraiment une prise de conscience de l'urgence écologique. En même temps, c'est vous, votre génération, qui vous faites livrer à domicile tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est uniquement nous, mais... beaucoup apparemment. Deliveroo, Uber Eats, c'est surtout votre génération. J'aimerais voir les chiffres et les statistiques. Mais... En fait, il faut dire à sa défense que c'est surtout les classes CSP+, qui se font livrer à domicile. Ce n'est pas les classes populaires. Mais je pense qu'effectivement, les étudiants font partie de ces classes-là qui se font livrer. Ouais. Daoud. Okay, donc c'est peut-être un paradoxe de notre génération, mais sur le bon côté de ce paradoxe, il y a le fait qu'on a en tout cas pas mal pris conscience de cette urgence écologique, ce qui fait que vous dites qu'on n'a pas déjà tout essayé, ou en tout cas on a déjà tout essayé et ça n'a pas marché. Eh bien peut-être qu'il faut réessayer, mais cette fois-ci qu'avec cette génération ça prendra, puisque on ne va pas forcer des politiques à des non-convaincus, mais on va quelque part prêcher à une paroisse qui l'est déjà. Donc c'est-à-dire qu'il suffit de bien saisir cette préoccupation qui est dans ma génération et
et là, de proposer des solutions. Et je pense que pour le coup, ça peut vraiment prendre. Quelle solution, par exemple? Qu'est-ce qui ferait qu'on utilise moins d'emballage? C'est la consigne? La consigne pour le plastique, pour le moindre emballage? Donc moi, je dirais qu'on n'a pas tout essayé, loin de là, sinon la chaire Copac n'avait aucun sens. Donc il va falloir qu'on essaye autre chose. Je pense que le vrac est parmi les réponses aux problèmes, mais pas uniquement, parce que le vrac, au moins en self-service, si vous allez chez votre boucher, vous avez aussi une vente à la coupe, une vente en vrac. Donc là, on peut réfléchir à la relocalisation de notre approvisionnement alimentaire, et ça fait directement appel ou écho à ce qu'on a entendu tout à l'heure dans les deux autres joutes. Donc il y a à la fois une alimentation qui peut être plus localisée, et à ce moment-là, on arrivera peut-être à en faire beaucoup moins d'emballage, moins de l'usage de cela, mais il y a une alimentation qui vient de loin, et à ce moment-là, lorsqu'elle vient de loin, c'est une technologie ancestrale. Déjà, les Romains, on envoyait leur vin dans des jarres. En fait, à un moment donné, quand ça vient de loin, on ne va pas pouvoir en faire l'économie. Donc, c'est dans cette dichotomie-là entre approvisionnement local et à longue distance qu'il va falloir qu'on trouve notre chemin pour bien cibler le vrac et toutes les autres choses, donc la logistique reverse des contenants, leur usage, leur traçabilité, afin de mieux faire. Et j'ajouterais donc aussi le fait qu'on n'est pas forcé de rester avec des emballages qui sont forcément pétrochimiques. On pourrait aussi là imaginer d'utiliser d'autres types de plastique, des plastiques qui se dégraderaient plus facilement, des plastiques qui feront juste leur job, comme le fait la peau de banane, par exemple, donc, pour protéger un contenu qui est fragile au niveau hygiénique, le temps qu'il le faut, et qui vont venir se dégrader avec nos épluchures après. Mais comment on rend le plastique facilement dégradable comme ça? Ce type de solution-là existe, et typiquement à partir des coproduits de la canne à sucre. Il y a ce type de polymère qui a déjà été expérimenté, et donc vous pouvez en trouver dans le commerce. Donc ce sont des macromolécules qui sont chimiquement labiles et qui peuvent être dégradées par des micro-organismes tels la cellulose ou l'amidon aussi, mais qui ont l'avantage supplémentaire d'avoir ces propriétés plastiques. Donc Daoud, il faut jouer sur tous les tableaux, réduire notre envie de consommation d'emballage et trouver des matériaux, alors réutilisés, recyclés, et trouver des matériaux qui se dégradent naturellement, c'est ça? Globalement, c'est ça. C'est tout bouger en même temps. Je pense qu'on est un peu dans la nécessité d'être dans ce type d'action et d'objectif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'une certaine façon d'action isolée. Il faut vraiment essayer de voir le problème comme un tout et de traiter d'une certaine façon, même si c'est compliqué, tous les aspects à la fois. Et j'aimerais juste rebondir sur deux choses que vous avez mentionnées qui sont intéressantes, c'est-à-dire le fait que la consommation locale, le simple caractère local de la consommation peut annihiler ou en tout cas supprimer un certain nombre de problèmes du simple fait que ce soit local. Eh bien, c'est quelque chose qui va à contre-courant de la façon dont l'économie est organisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va vers de plus en plus de mondialisation, et le simple fait de retourner à une échelle plus locale, ne serait-ce qu'une échelle régionale, c'est déjà énorme, mais c'est déjà beaucoup plus localisé que le monde entier, eh bien ça pourrait permettre de régler, en tout cas, ce serait un début de solutions en ce qui concerne des questions de souveraineté alimentaire, par exemple. Et ça veut dire qu'il y a plusieurs ramifications, et globalement, le fait de se poser des questions comme des questions, on va dire, comme des problèmes un petit peu holistiques, donc d'essayer d'envisager tous les aspects d'un problème à la fois, je pense que c'est une bonne façon d'appréhender les choses, et que peu importe le sujet, c'est une bonne façon d'appréhender un problème pour essayer de viser les solutions les plus performantes et les plus durables, que ce soit socialement ou écologiquement parlant. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? Oui, le micro va arriver, il devrait arriver, il va arriver. Non. Non, vous êtes enregistré, donc il faut le micro. Oui, bonjour, donc Jean-Marie Chauvet, je travaille sur un gros site industriel à côté de Reims, dans un centre qui s'appelle Agro-Industrie, Recherche et Développement. En fait, je ne sais pas si j'ai une question, mais ça résonne, enfin ce que vient de dire Daoud résonne. Moi, j'ai visité le Bénin il y a 2 ans,
Et j'ai visité notamment un centre à Porto Novo qui s'appelle Songhai, le centre Songhai. Alors, je ne sais pas si tu le connais. Je ne connais pas le centre. Alors, non. ça vaut peut-être le coup de visiter ce centre, déjà sur Internet. Et il y a toute une approche, justement, assez locale et d'agroécologie. Ah, si, ça me parle. Voilà. Ouais. Et donc, au niveau de ce centre, on va même jusqu'à de la production. Donc, il y a à la fois de la transformation. Et je pense que ça peut être une source d'idées par rapport à la canne, sur l'approche culturelle déjà, puis après sur l'approche transformation, conditionnement. Il y a véritablement cette approche globale et holistique dont tu viens de parler. Voilà, donc c'était pas une question. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai mis du temps à m'en rappeler, mais effectivement, j'avais déjà entendu parler de ce centre-là, et il me semble, vous me dites si c'est faux, qu'ils étaient plus concentrés sur l'agroécologie et sur les cultures en elles-mêmes. Je ne sais pas s'ils allaient se poser justement des questions d'emballage, etc. L'agroécologie, il y a la production de bioénergie, même par production de syngas, pour avoir l'énergie dont on a besoin sur les unités de transformation. Donc il y a aussi de la transformation et du conditionnement. Ok. Donc ça vaut sûrement le coup je regarderai ça. Qu'un jeune agro aille rendre visite merci beaucoup, à ce centre. Je vais voir ça. Merci. Sucre d'or, vous en êtes où? J'en suis toujours à l'étape de projet. Il faut que j'accorde plus de temps pour justement bien me poser des questions et essayer d'avoir un projet qui ait du sens dans le type d'économie dans lequel on est. C'est-à-dire que si les solutions que j'apporte coûtent plus cher au final sur le produit fini plutôt que du sucre importé, eh bien ça n'a pas grand intérêt. Le sucre ne va pas se vendre. Donc je pense que la prochaine étape, c'est d'aller dans la sorte de salon international tropical, donc le Sahara, qui aura lieu à Abidjan vers la fin de cette année. Et là, je serai en contact direct, en tout cas c'est ce que j'espère, avec des agriculteurs qui viennent de toute la région d'Afrique de l'Ouest. Et je pense que ça sera un pas en avant, c'est-à-dire de communiquer directement avec les agriculteurs et voir peut-être des choses que j'aurais manquées. Et je pense que ne serait-ce qu'en discutant avec eux, il y a des solutions qui pourraient émerger. Le mot de la fin, Sandra Domenech, qui sera pour vous. Bah oui, c'est comme ça. Ok, merci. Oui. Donc, là, vous me prenez un peu au dépourvu. Essayez d'équilibrer les temps de parole, intuitivement. Oui. Donc, en fait, au sein de la chaire COPAC, on s'est éverturé de rassembler, ou est en train de se rassembler, les acteurs de cette filière, de cette chaîne de valeur des emballages alimentaires, parce qu'aujourd'hui, bien qu'il y ait une pression qui vient de la société, qui vient à partir de la loi AGEC, aussi sur le secteur, fondamentalement, il ne sait pas trop comment répondre par rapport à ces questions-là. Et ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, le secteur se structure toujours en îlots, donc les recycleurs ensemble, les IAA ensemble, les acteurs de fin de vie ensemble, et on va essayer de trouver un moyen pour mettre tout le monde autour de la table, parce que le problème, il est systémique, il est global, il est dans notre quotidien et dans notre vie de tous les jours, et donc il va falloir avoir tout le monde autour de la table. Et c'est aussi quelque chose pour nous sortir peut-être de cette spirale que je ne défends pas 100% du tout recyclage, parce que si on va bifurquer vers des solutions qui sont recyclables, on ne va rien changer dans nos modes de vie, sauf qu'on aura la bonne conscience, parce qu'on aura mis son truc dans le bon pack. Donc ça ne va pas pouvoir nous mettre sur une nouvelle trajectoire, transiter vers un nouveau système qui sera dans soi plus durable, et c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble. Alors, vous saviez, je savais que je pouvais vous donner le mot de la fin. Merci à vous deux. On voit bien sur ces trois débats, vous pouvez rester avec moi, hein, j'en ai juste pour une minute. On voit bien que sur ces trois débats, il faut que tout avance ensemble et qu'il ne suffit pas de faire un peu de cosmétique, changer d'emballage, mettre un peu de numérique. Voilà, il y a une réforme globale de nos pensées, de nos imaginaires, pour employer un grand terme. Il ne suffit pas d'avoir un sac en bagasse de canne à sucre pour changer le système. D'ailleurs, Coca-Cola est un grand défenseur des emballages recyclés pour ses bouteilles, le plastique recyclé. Et comme le numérique, les drones, l'asservissement des tracteurs par satellite qui permettent de dire ce qu'il faut pulvériser sur quel parasite et à telle heure ne va pas changer le modèle agricole, de la même façon que
Faire des potagers sur des toitures parisiennes va changer fondamentalement la façon dont on produit de la nourriture, avec 740 000 agriculteurs qui dépendent toujours, hein, mesdames, messieurs, de 4 centrales d'achat, avec 80% des achats alimentaires qui se font dans la grande distribution, laquelle utilise beaucoup d'emballage alimentaire dans un système, j'essaie de tout relier ensemble, dans un système où, grâce au numérique, on se fait livrer des emballages par Amazon, par etc., etc. Alors moi, j'essaie d'être cohérent, je boycotte Amazon, Deliveroo, etc. Et néanmoins, et c'est là où je tombe sur une contradiction, j'ai beau être dans une famille écolo, j'ai les moyens d'habiter en centre-ville, je n'ai pas de bagnole, je fais tout bien, et néanmoins, la poubelle emballage, la jaune, elle est pleine chaque semaine, donc je ne sais pas comment faire contre. Je ne sais pas, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Aidez-moi, Madame Domenech, je n'y arrive pas. Et même en tapant dessus, en tassant mes emballages, de toute façon, la poubelle se remplit. Il y a bien un changement de système qui a bien été montré par tous les témoignages qu'on a vus sur YouTube, par les vôtres. Oui, manifestement, la société, il faut qu'elle change. Moi, je la vois changer en tant que journaliste et depuis le temps que j'exerce ce métier, et je la vois changer de l'intérieur et je la vois changer aussi beaucoup, je le dis, je le redis, c'est pas pour contredire vos confrères qui ont fait ce fameux discours. Moi, je la vois changer souvent par des gens issus de vos écoles, notamment d'écoles de commerce, mais aussi AgroParisTech, qui vont faire de l'argent pour rembourser le prêt exorbitant qu'ils ont contracté pour payer leur école de commerce. Ils font de la finance, ils font de la fusion-acquisition, ils font, j'ai un exemple là, de gens qui ont dirigé 2 Français Mondelez en Asie du Sud-Est, puis au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol, ils reviennent en France et ils claquent leur fric pour faire vivre des commerces locaux, mettre en place des structures qui, mine de rien, sont en train de changer le système parce qu'elles montrent que ce n'est pas des solutions d'écolo, vu que c'est des solutions qui viennent du système lui-même. Et en fait, c'est là où il faut être malin. Et même le greenwashing, il est malin parce qu'une fois qu'on a mis une couche de peinture verte, elle vient contaminer l'ensemble tout doucement. Et à un moment, c'est les forces vives de l'entreprise qui demandent des comptes. Voilà, j'ai fini mon laïus. Mesdames, Messieurs, merci, ce fut un plaisir.